Bonjour à tous, bonjour chers membres. D'abord un grand merci pour votre soutien. Je reviens vers vous avec ce nouveau podcast questions-réponses. Donc je réponds à vos questions. On en a 28 aujourd'hui. La première question. Quelle façon interpréter les planètes dans une maison lorsque celle-ci couvre deux signes? Par exemple, maison 7 débute en Vierge et se termine en Balance. Vénus et Mars sont en Vierge, Soleil et Mercure en Balance, tout en septième. Donc déjà, c'est une très bonne question. Si il n'y a pas de planète et que la maison couvre deux signes, bien sûr, on va le plus fortement sentir les énergies et l'influence du premier signe, c'est-à-dire le signe où commence la cuspide d'une maison concrète. Autre chose, quand dans les deux signes différents en même maison, il y a des planètes. Comme dans l'exemple noté, donc on a Vénus, Mars en Vierge et Soleil, Mercure en Balance. Mais avant de concrètement répondre à cette question, j'aimerais dire que quelques remarques générales. Donc là, on a affaire à un amas de planètes. Toujours, quand on voit un amas de planètes dans une maison, on sait que c'est problématique. Il y a trop d'énergie, il y a trop de différents types d'énergie. Tout ensemble, il faut que les planètes apprennent à coopérer et ce n'est pas toujours le cas, surtout quand dans cet amas des planètes, on a des planètes telles que Mars, Pluton, Uranus, Neptune, voilà, Saturne. Donc ici, on a Mars. Si c'était que Vénus, Soleil, Mercure, ce serait peut-être moins problématique. Et encore parce que déjà le Soleil est impliqué. Soleil en une maison de thème natal, ça ajoute... ce n'est jamais tranquille. On a toujours des objectifs, on y met trop d'énergie, on s'adonne à ce secteur et on a des attentes. Et les attentes ne sont pas toujours satisfaites. Avec Soleil ici et Mars surtout, mais on va parler bien sûr de Vénus et Mercure aussi. Ensuite, deuxième chose que je voudrais marquer, c'est que quand on voit plusieurs planètes dans une maison, il faut absolument regarder quelles maisons sont gouvernées par ces planètes, parce que chaque planète va apporter les sujets d'une maison concrète dans 7e secteur. Donc, les différentes énergies cherchent à se réaliser, chaque planète apporte ses sujets, et puis cela peut être indicateur de plusieurs mariages, plusieurs partenaires, parce qu'il y a trop de choses qui se passent en fait en 7e maison. Il y a différents personnages, il y a déjà deux énergies qui sont bien accentuées avec la présence des planètes dans ces signes. Il peut y avoir des contradictions, même dans le choix du partenaire. Dans certaines périodes de la vie, ce sera un choix basé sur la passion par Vénus et Mars. D'autres fois, ça peut être un choix plus raisonnable, donc on choisit plutôt l'intellect, on choisit plutôt peut-être même le statut, l'intellect. Et finalement, un jour, si on a de la chance, on peut rencontrer quelqu'un qui a toutes ces qualités. Ce n'est pas impossible non plus, mais bon, il faut faire un effort, il y a du travail à faire, il y a un chemin à traverser, un amas de planètes en 7e. La vie de couple n'est pas la chose la plus facile. On peut même ajouter qu'il y a côté karmique dans ce thème natal en ce qui est relationnel, parce que maître de 7e, Mercure en 7e, Soleil en 7e. Donc là, si ça continue en signe de Balance, alors, si je comprends bien, la cuspide de 8e maison débute en signe de Balance, donc ça fait que maître de 8e Vénus est en 7e aussi, vous voyez? Ouais. Un petit peu compliqué, très très riche. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de chance de construire une vie de couple normale et être heureuse. Mais bon, riche, compliqué, karmique,
il se passe beaucoup de choses. Il peut y avoir des périodes aussi d'isolement, c'est-à-dire la personne est trop fatiguée en fait de ce qui se passe et la personne s'isole, la personne choisit pour une certaine période même la solitude. Ça dépend beaucoup de ce qui se passe dans le reste de thème natal. Ça dépend beaucoup de lune par exemple, de Neptune et Jupiter qui seront maîtres de l'ascendant. Voilà. Quel est l'impact des nœuds lunaires en transit par rapport à ceux de la position natale? Donc brièvement, la position natale des nœuds lunaires, j'en ai aussi des podcasts dont je parle de ça. Donc juste rapidement, nœud sud montre l'expérience qu'on a cumulée dans cette incarnation, mais aussi dans les vies antérieures. Et nœud nord montre le chemin de développement, de croissance. Ce sont les énergies et les sujets qu'on doit développer en nous-mêmes et dans notre vie. C'est notre mission karmique dans cette incarnation. Ce qui se passe pendant les transits, il y a quand même une différence parce que oui, on a cette signification natale. On sait que voilà, nœud nord dans tel ou tel signe, dans telle ou telle maison. On sait qu'on doit aller dans cette direction, c'est important. La vie va faire que les situations et les relations, qu'on sera obligé même de le faire. Mais quand ce sont les transits des nœuds lunaires par différentes planètes, cuspides, maisons, points importants, ce qui se passe, c'est que, donc j'ai observé assez souvent, nœud sud en conjonction, en transit en conjonction avec telle ou telle planète, va diminuer et ralentir tous les processus liés à cette planète. Donc on regarde quelle est la planète, quelle maison est gouvernée par cette planète, ou alors quelles maisons sont gouvernées par cette planète. On sait qu'en cette période où nœud sud transite et entre en conjonction avec cette planète, ça va se ralentir, on aura une sensation comme quoi, voilà, ça tombe pas au bon moment. Par exemple, si c'est Vénus, on rencontre quelqu'un, il y a très peu de probabilité que ça devienne quelque chose de sérieux. Comme si quelque chose dérangeait. Ce sont les énergies de nœud sud, c'est pas le moment, ça diminue. Vous voyez, ça va vers le bas, ça diminue. Ce qui se passe avec le nœud nord, le contraire. Chaque fois que nœud nord en transit entre en conjonction avec une planète cuspide, donc point important, etc., c'est le bon moment, c'est vraiment le moment de s'occuper de tout ce qui est lié à cette planète, de développer les énergies, de faire dans la vie ce que cette planète représente. Voilà, encore une fois, on regarde quelle est la planète, quelle maison est ou sont gouvernées par cette planète. C'est le moment d'agir, c'est le moment d'y aller. Et en plus, ce qui est aussi important, c'est que tout sera là pour qu'on puisse y aller, c'est-à-dire que ce soit des opportunités, que ce soit se trouver au bon moment, au bon endroit, comme si la vie nous aidait, comme c'est karmique, comme c'est important, c'est le chemin de croissance. On a ce soutien à quelque part de l'univers qui vient et on a des signes, on doit faire attention aux signes, on doit donner beaucoup d'importance aux rencontres en cette période. Le contraire, donc j'apporte encore une fois d'accord, on va prendre une autre planète. Par exemple, si c'est la conjonction de nœud nord avec le soleil, donc soleil c'est notre énergie vitale, c'est notre ego aussi, c'est notre créativité. Et c'est le bon moment de faire quelque chose de très créatif dans tel ou tel secteur de la vie. Quelque chose de très créatif, que ce soit un projet, que ce soit un amour, que ce soit dans d'autres types d'activités, mais on cache pas, comment dire, on développe, on utilise, on met en évidence notre créativité et ça va sûrement nous apporter quelque chose de très très bénéfique. Avec le soleil aussi, ça peut être une période où on peut se permettre d'être un peu égoïste, penser qu'à nous-mêmes, faire les choix qui nous conviennent à nous, vous voyez. Donc tout ce qui est représenté par le soleil, et là je parle de côté symbolique, mais on peut aussi regarder, encore une fois, je me répète, quelle maison est gouvernée par soleil, et donc par rapport à ça aussi agir, aller dans cette direction.
Comment interpréter Vénus en Poisson opposé Pluton en Vierge avec un trigone Mars en Scorpion? Donc déjà, Vénus en Poisson, c'est une Vénus très fort charismatique, douée, beaucoup de talent. Et en même temps, c'est quelqu'un qui peut trop idéaliser les personnes, les partenaires, les relations. Avec l'opposition envers Pluton et Trigone avec Mars, il y a un type concret de partenaire qui lui, elle va choisir, avec une énergie plutonienne, bien sûr. Il y a cette probabilité aussi de au moins une ou peut-être aussi plusieurs expériences des relations toxiques, des relations problématiques. Ce qui se passe avec l'opposition Vénus-Pluton, c'est que en fait, on ne peut pas être les deux choses en même temps. Très très difficile d'être Vénus et Pluton en même temps, et souvent on choisit la planète la plus facile. Ici par exemple, la personne probablement va choisir d'être plutôt côté Vénus que Pluton, parce qu'incarner et devenir Pluton, il faut le faire quand même. Ça demande, il faut le faire et que ce soit fait d'une manière bénéfique pour le bien de cette personne, pour le bien des autres. Donc c'est tout un chemin à faire. Ce n'est pas impossible, mais il faut vraiment avoir envie, il faut vraiment, voilà, vraiment y aller. Et donc avec Pluton, souvent cette énergie se manifeste de l'extérieur, à travers les personnes, les situations. Et si on parle de Vénus opposée Pluton, donc justement Pluton vient en visage de quelqu'un. C'est le partenaire ou c'est quelqu'un d'autre. D'ailleurs, une note, je le note souvent quand je parle des aspects difficiles Vénus-Pluton, parce que j'aime bien prévenir aussi. C'est important, quand on est en astrologie, on doit être prêt à connaître les choses et même les dangers et les risques. Et donc, c'est un aspect qui peut attirer des personnes obsédées, des personnes qui peuvent faire du mal, même physiquement, donc même attirer voilà, des assassins, attirer des tueurs en série. Je ne dis pas que ça va arriver. Juste, c'est l'énergie de l'aspect, c'est parce que Pluton vient de l'extérieur et Vénus, c'est cette énergie douce, cette énergie qui attire, et on a envie d'avoir Vénus, voilà. Et quand c'est Pluton qui vient à travers de quelqu'un qui est en plus, disons, pas gentil, donc ça peut être dangereux. En même temps, ces aspects montrent un énorme potentiel, une très forte énergie sexuelle qui peut être utilisée pour atteindre différents objectifs, c'est-à-dire cette passion est mise pour réaliser tel ou tel projet personnel ou professionnel. Si tu as Pluton et Uranus conjoints à l'ascendant en Vierge, est-ce qu'on considère Pluton et Uranus sont en maison 1 ou 12 ou les deux? Normalement, en astrologie, une planète qui se situe en moins de 3 degrés de la cuspide de maison suivante, cette planète va influencer aussi la maison suivante. Donc, ici, si on parle de la conjonction de Pluton et Uranus avec l'ascendant, sûrement, si on regarde bien au niveau des minutes, tel degré, telle minute, on va comprendre si c'est plutôt de côté de 12e ou si c'est plutôt de côté de première maison, ou peut-être même une conjonction exacte avec l'ascendant. En tout cas, ici, si je comprends bien, c'est une conjonction. Et une planète ou les planètes qui sont en conjonction avec l'ascendant deviennent presque aussi importantes que maître de l'ascendant, que la planète maître de l'ascendant. Il faut prendre ça en considération quand on fait l'analyse de thème natal. Il faut voir quelles maisons sont gouvernées par ces deux planètes, c'est-à-dire Pluton et Uranus, les cuspides de quelle maison se situent en Scorpion et en Verseau. Parce que
Pluton et Uranus vont apporter les énergies et les sujets de ces deux maisons et ça va devenir primordial. Ce sera voilà, quelque chose que la personne, les sujets dont la personne aura à faire tout le temps, très souvent, ou alors ce sont des situations et des relations très très importantes dans sa vie. Physiquement, Pluton et Uranus sur l'ascendant vont donner un regard très très intense et une couleur des yeux, disons, différente, une couleur intéressante des yeux. En étant plus jeune, cette personne peut sentir comme si il y a des forces voilà, non compréhensibles, non visibles qui gouvernent certains processus, situations, relations dans sa vie. On n'a pas tout de suite accès aux énergies des planètes transpersonnelles. Et ce n'est que plus tard, avec l'âge, avec l'analyse et avec aussi voilà, la connaissance de l'astrologie, etc., on comprend mieux tous ces signes, toutes ces situations, toutes ces énergies et on a, comment dire, ça devient un peu plus facile quand même à gérer et à utiliser cette énergie pour le bien de cette personne et pour le bien des autres. Pour maison 2, tu parles de notre énergie. Je pensais que celle-ci était plutôt vue en maison 1. Quelle est la différence? Ouais, intéressante cette question parce que c'est vrai que je note assez souvent deuxième secteur comme le secteur de notre énergie, de nos ressources. Ce qu'il y a, c'est qu'en première maison, oui, c'est la naissance. On est né, on a notre corps, c'est la tête aussi en premier secteur. Après, en deuxième secteur, on a notre corps comme une ressource. En fait, on a plus l'approche envers notre corps comme si c'était notre ressource, nos ressources, notre capital même et notre énergie. Et donc, c'est là aussi, voilà, c'est aussi le secteur d'alimentation, ce qui entre dans notre corps parce que c'est évident et c'est connu. Là, je ne vais pas découvrir l'Amérique. C'est l'alimentation a un impact direct sur notre corps, notre énergie, notre efficacité, notre santé. Donc, ce qui entre dans notre corps a un impact direct sur notre corps comme notre capital, comme notre ressource. Et c'est dans ce sens-là que quand je parle de notre énergie, il faut aussi avoir une approche envers le corps. Par exemple, si je ne me trompe pas, Ronaldo, donc Ronaldo, il a Soleil en deuxième maison. Oui, on peut donner à cette position de Soleil aussi une interprétation directe, comme l'argent, finance, c'est un footballeur, c'est l'un des footballeurs les plus riches. Et sûrement, il fait des investissements, sûrement il sait bien gérer, ou il a des conseillers qui font qu'il gère bien voilà, c'est son argent. Mais en plus, si on va un peu plus loin, une interprétation plus profonde de cette position de soleil, c'est le fait qu'il prend soin de son corps parce que c'est sa ressource principale, parce qu'il utilise son corps pour ses réussites en fait, étant un sportif de haut niveau. Et donc, il investit dans son corps, il prend soin, il est connu par ça, il a voilà, un régime, il est alimentation, il fait tout comme si c'était son trésor en fait. Et c'est aussi dans ce sens, quand on parle de maison 2, c'est tout ce qu'on possède au niveau de mobilier, c'est aussi l'argent, les revenus, mais en plus, les ressources en nous, notre corps comme ressource, les ressources en nous, on peut aussi prendre nos talents, nos capacités. Voilà, on peut voir maison 2 dans ce sens-là aussi. Question sur les maisons de procès sanctionnent la différence entre 7, 8, 9 et 10. Donc, septième maison, c'est le secteur même de procès. Huitième, c'est tout ce qui se passe au niveau des ressources finances partagées. Neuvième, c'est les avocats. Dixième, c'est le secteur des autorités, c'est le secteur de tous ceux qui sont au-dessus de nous.
ceux qui décident. Donc pour moi, le juge et sa décision passent principalement par 10e maison, surtout si on parle des transits par exemple. Si on parle de l'interprétation natale, pour comprendre à quel point c'est problématique ou pas, on regarde d'abord la position des maîtres. Donc maître de 7e, 8e, 9e, 10e, première chose. Après, on peut aussi regarder les planètes, s'il y en a dans ces secteurs. Ça va plutôt montrer ce qui peut se passer, par exemple, ce qui peut se passer et avec qui, le procès, quels problèmes ils peuvent y avoir pendant le procès avec les avocats, avec les autorités. Quel sera le résultat, par exemple, si on parle de partage, de la situation où on partage les biens après la séparation, donc 8e, maître de 8e, les planètes en 8e. Mais, donc, tout d'abord, maître, ensuite les planètes. Parce que maître de la maison va montrer en général les énergies de cette maison, est-ce qu'elles sont bénéfiques, est-ce qu'elles sont négatives, où elles vont, où va mettre de 7e par exemple. Et les planètes dans les maisons montrent différents personnages, montrent différentes situations, montrent ce qui peut se passer pendant, par exemple, pendant la relation, pendant le procès, pendant la séparation des biens, etc. Comment voir quelles seront les relations entre les enfants d'une même fratrie dans le thème natal de l'aîné? Et en général, non seulement dans le thème natal de l'aîné, en général, bien sûr, on regarde 3e maison natale qui représente les frères et sœurs, d'autres membres de famille proches ou les personnes même avec qui on peut être régulièrement en contact, les voisins aussi, voisinage. Mais si on parle concrètement des frères et sœurs, oui, bien sûr, la première chose qu'on fait, on regarde la position de maître de 3e maison. Quand on parle d'un enfant de moins de 3 ans, c'est-à-dire qui n'a pas encore commencé à aller à l'école, on peut aussi regarder 7e maison. 7e maison des relations parce que ça représente les relations directes. Les personnes, les amis proches même peuvent passer par 7e secteur. Et pour un enfant qui n'a pas encore commencé l'école, son frère ou sa sœur peuvent aussi bien passer par 7e maison des relations directes, c'est-à-dire comme si c'était un ami, comme si c'était quelqu'un avec qui l'enfant est majoritairement en relation, avec qui il joue ou peut-être ne joue pas, mais bon, ça représente quand même ce lien direct. Principalement, revenons en 3e maison, donc je l'ai noté, on regarde la position de maître. On regarde aussi s'il y a des planètes en 3e. Les planètes en 3e peuvent montrer ce qui peut se passer pendant les relations, ce qui peut se passer avec le frère ou la sœur. Il y a aussi le symbolisme. Il y a certaines planètes symboliquement qui peuvent représenter les frères et sœurs. Par exemple, Mars. Mars symboliquement représente le grand frère. Vénus symboliquement représente la petite sœur. Donc Mercure symboliquement représente le petit frère et Lune peut symboliquement représenter la grande sœur. Ça aussi, il faut prendre en considération si on veut aller vraiment plus loin, mais aussi quand on interprète, quand on analyse les transits planétaires, par exemple les transits par Mars peuvent montrer une situation liée au grand frère. Les transits par Vénus peuvent montrer une situation liée à la petite sœur et ainsi de suite. Vu que chaque maison parle de plusieurs choses, comment savoir, par exemple pour la maison 6, si les transits nous annoncent un événement dans le secteur de travail, de notre routine quotidienne, de notre santé, etc. Donc là, je vais donner exemple sur la maison 6, mais ça concerne toutes les autres maisons. Il faut déjà comprendre quelles sont les planètes qui transitent. Quelles maisons sont gouvernées par ces planètes? Parce que par exemple, la liaison avec telle maison que première, 6e,
8e, 12e, on s'approche plus à cette idée que ce soit lié à la santé. Si en même temps, il faut voir aussi les autres transits, parce que c'est rare quand même qu'on a un seul transit important, on a souvent plusieurs transits auxquels il faut donner de l'importance. Et si on voit un transit par 6e et en même temps un autre transit important par 10e, on se dit ça peut plutôt être lié au travail. Si on voit 6e en même temps 8e ou 12e ou première, on approche à cette idée que ça pourrait être lié à la santé. Donc, voir la planète qui transite, quelle maison est gouvernée par cette planète, quel est le symbolisme de cette planète, combiné avec les autres transits qui se produisent en même temps. Ce qui serait intéressant aussi, c'est de regarder aussi le thème progressé, surtout la position de Lune en thème progressé. Exemple, si on voit un transit ou des transits importants par 6e maison et qu'on ouvre le thème progressé, on voit que Lune est en 8e et fait un aspect difficile envers une autre planète natale. Par exemple, Lune en 8e fait un aspect difficile envers Saturne. Là, on se dit, oui, il y a cette forte probabilité que ce soit lié à la santé. Donc, ça aide énormément quand on se pose cette question, quel sujet parmi tous les sujets d'une maison concrète sera activisé, mon Dieu, quel mot utiliser. C'est très très utile de jeter un coup d'œil sur le thème progressé. Et en général, dans l'interprétation des transits, il faut regarder plusieurs techniques pour mieux comprendre ce que c'est exactement. Pourriez-vous aborder les révolutions solaires selon votre technique? Donc moi, ce que je fais, c'est que absolument, je regarde d'abord séparément le thème des révolutions solaires. Quelles sont les énergies? C'est une nouvelle année solaire. Ça m'intéresse de voir quelle est la structure. Quelles sont les énergies de chaque maison, de chaque secteur. Mais comme le thème des révolutions solaires ne peut pas exister toute seule séparément, il faut absolument ensuite superposer sur le thème natal pour voir comment ces énergies, ces positions planétaires, les cuspides, etc. interagissent avec ce qui existe déjà, avec les positions de thème natal. Absolument regarder l'ascendant. L'ascendant, en quel signe se situe l'ascendant de révolution solaire, en quelle maison natale aussi se situe l'ascendant de révolution solaire. J'ai remarqué que la Lune, par exemple, montre le secteur où on sera inquiet. Ce sont les sujets qui vont nous inquiéter, on va y penser beaucoup. Soleil va montrer le secteur où on va donner beaucoup d'énergie, beaucoup de concentration. Il y aura beaucoup d'objectifs dans ce secteur. À faire attention si une planète revient dans sa position natale, dans le thème de la révolution solaire, et on va voir ça bien sûr tout de suite quand on va superposer la révolution solaire sur le thème natal. On regarde s'il y a des conjonctions des planètes solaires avec les planètes natales. Si c'est le cas, alors tout ce qui est lié et tout ce qui est gouverné par cette planète a une énorme importance durant l'année solaire. Il va sûrement se passer quelque chose de très très important par rapport au sujet gouverné par cette planète, par rapport à symbolisme aussi de cette planète. Il y a énormément de choses à dire par rapport à cette technique qui, encore une fois, ça montre la structure de l'année. Un petit peu difficile d'aborder ce sujet dans ce contexte, dans ce podcast questions-réponses, mais j'en ai des vidéos par rapport à cette technique, des vidéos accessibles à tous, mais aussi, je crois, aussi des podcasts spécial membres. Donc, je vais essayer d'en faire d'autres. C'est vrai que c'est intéressant ce sujet. Maison 5 comme projet créatif et projet en business parmi d'autres significations. Oui, c'est vrai, j'en parle souvent. 5e maison, ce qu'il y a, c'est que c'est le secteur de plaisir. Plusieurs significations comme chaque maison, plaisir, amour, les enfants, la créativité. Et les projets qui débutent par 5e maison, les projets créatifs et en business, ce sont sûrement les choses qui nous font plaisir. C'est-à-dire,
On dessine, on aime dessiner, on en fait un projet. On aime chanter, on en fait un projet. Je sais pas, on aime l'astrologie, on en fait un projet. Tout ce qu'on aime, qu'on fait, et ça nous fait plaisir, et cette capacité d'en faire un business ou un projet, ça peut passer et ça peut se montrer par cinquième maison. Et différentes liaisons, différentes combinaisons aussi, exemple 5-10, 5-2, c'est-à-dire la carrière est liée à un hobby. Mon Dieu, j'espère que j'utilise les bons mots. Ou alors 2-5, on monétise un talent, une capacité. Voilà, il faut voir la liaison, il faut voir la position de maître de cinquième, il faut voir les planètes s'il y en a en cinquième comme des outils. Si on parle de projets créatifs, en tout cas, les projets de cinquième, ce sont les choses, au départ, ça doit faire plaisir. C'est ce qu'on aime faire, on en prend plaisir et on en fait un projet, ou alors on n'en fait pas. Ça, on va voir déjà par le thème natal, par d'autres positions, encore une fois par maître de cinquième, les planètes en cinquième, etc. Comment expliquer, analyser un aspect réel de planète en signe, mais dont les maisons ne sont pas, elles, aspectées? Exemple, Scorpion, Vierge, sextile, mais maison 6, 7, pas de sextile. Quand on parle des aspects, vraiment, la première chose qui doit nous intéresser, c'est que ce soit, qu'on vous dise, un aspect réel entre deux planètes. Ici, on parle de sextile, donc les deux planètes sont séparées de 60 degrés environ et interagissent via cette énergie d'aspect de sextile. Après, maintenant, les maisons 6, 7 ne feront pas de sextile, ça n'a pas d'importance. Ce qui a l'importance, c'est quels sont les sujets de 6e et 7e. C'est ça où il faut se concentrer pour pas que tout soit mélangé, parce que déjà, l'analyse de thème natal, c'est quelque chose de très complexe et assez difficile. Il y a trop de choses à voir, à faire attention, trop de détails, etc. Si en plus... voilà, excusez-moi de le dire, mais si en plus on se complique la vie à regarder que les deux maisons entre elles ne se font pas, l'aspect de sextile qui est formé entre deux planètes se situant dans ces maisons, ça sera un peu trop, ça va déborder, ça va nous déranger. Il faut mettre de côté tout ce qui dérange pour être efficace. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être curieux, et je ne dis pas qu'il ne faut pas faire attention aux détails, etc. Bien sûr qu'il faut. La curiosité, c'est génial en astrologie. D'ailleurs, je manque un peu de curiosité. Les détails, c'est obligé. Mais absolument se débarrasser, mettre de côté de tout ce qui dérange, de tout ce qui n'a rien à voir en fait avec l'analyse. Parce qu'ici, on a l'aspect de sextile. On sait quelles maisons sont impliquées, quels sont les sujets. Et à partir de là, on est capable d'analyser l'aspect entre les deux planètes et en quel secteur de la vie ce sera manifesté. Zone d'ombre des planètes rétrogrades. Pour expliquer la zone d'ombre, je vais apporter un exemple concret. Donc, on va voir le dernier mouvement rétrograde de Mercure. Ça fait pas longtemps. Donc, ça a débuté le 9 novembre en degré 6 et 51 minutes de Sagittaire. Ensuite, Mercure est revenu en degré 20 et 42 minutes de Scorpion le 29 novembre. Maintenant, quelle est la zone d'ombre? Il y a deux zones d'ombre, pré-rétrograde et post-rétrograde. Ce qu'il y a, c'est que avant de commencer son mouvement rétrograde, donc Mercure a déjà traversé le degré 20 et 42 minutes de Scorpion, où il va revenir en étant rétrograde. Et donc, à partir du moment où Mercure est avancé vers le degré où il va ensuite revenir en mouvement rétrograde, là ça commence la zone d'ombre pré-rétrograde. Donc on regarde les dates, on voit que le 21 octobre déjà, avant que tout ça commence, le 21 octobre, Mercure était en degré 20 et 42 minutes de Scorpion. Et donc c'est la zone
pré-rétrograde, c'est-à-dire entre 21 octobre et 9 novembre, quand le mouvement rétrograde va commencer. Ensuite, quand le mouvement rétrograde va finir, le 29 novembre, il faut que Mercure reparte et avance et retraverse le degré de Sagittaire d'où il a commencé son mouvement rétrograde. Donc, on regarde les dates, on voit que le 17 décembre, Mercure va retraverser le degré 6 et 51 minutes de Sagittaire, d'où il a commencé son mouvement rétrograde. Ça fait que à partir de 29 novembre jusqu'au 17 décembre, c'est la zone d'ombre post-rétrograde. Mon Dieu, j'espère que j'ai bien expliqué. Si jamais il y a des questions, parce que c'est vrai que c'est un peu mélangé tout ça. Si jamais ce n'était pas assez clair, je vais réexpliquer dans les commentaires. Je vais quand même ajouter quelque chose par rapport aux zones d'ombre pré-rétrograde, post-rétrograde. On fait attention à tout ce qui se passe pendant la période de la zone pré-rétrograde parce que ce sera en liaison, il y a cette probabilité que ce soit en liaison directe avec ce qu'on va faire pendant la période rétrograde de la planète. Et si on parle de la zone d'ombre post-rétrograde, là, c'est comme si on reçoit le résultat de tout ce qui s'est passé, de tout ce qu'on a accompli, de tout ce qu'on a travaillé pendant la période de mouvement rétrograde. La différence de l'influence psychique des maisons 4, 8 et 12. Oui, c'est vrai que ce sont les maisons qui représentent déjà l'élément d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, qui ont un énorme impact sur notre état psychique via différentes situations, relations, etc. En quatrième, c'est tout ce qui est lié bien sûr à l'enfance. Ce sont les racines émotionnelles, ce sont aussi les choses qu'on reçoit génétiquement. En huitième, c'est les crises, les peurs, le rapport au contrôle, au pouvoir. C'est la vie intime, la sexualité qui peut être vécue comme un danger. Capacité de renaître, l'intérêt envers voilà, tout ce qui est tabou, psychologie. Et enfin, 12e secteur, pour moi, c'est le secteur le plus compliqué. C'est ce qui échappe en fait à la conscience. C'est ce qui nous échappe. On n'a pas toujours une explication concrète et c'est ce qui est le plus difficile. Par exemple, contrairement aux maisons 8 et 4, les crises de 12e peuvent être tout simplement non identifiables. Et c'est-à-dire c'est vraiment très compliqué. Donc en maison 12, la souffrance qu'on peut vivre n'a pas toujours de cause claire. Ce sont des processus incontrôlables, processus mentaux incontrôlables. C'est un inconscient qui peut ne pas être structuré et représenter un danger, bien sûr. C'est pour ça les maladies psychiques passent surtout par 12e secteur. Donc, disons là où il faut le plus prendre soin de soi, c'est en 12e. C'est un sujet qui mérite d'être développé. Je vais m'arrêter là pour ce podcast. C'était juste pour un petit peu essayer de montrer la différence. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un sujet super intéressant. Maître de la maison 8, Vénus en maison 12 ou sur l'ascendant. Donc si je comprends bien, c'est probablement Vénus est en 12e mais très proche à l'ascendant. C'est là où il faut dire que si la distance est moins de 3 degrés, on peut considérer Vénus en conjonction avec l'ascendant et c'est encore plus fort alors cette position et c'est important quand on analyse le thème natal.
et les différentes situations et relations dans la vie de cette personne. Le fait que Vénus soit en maîtresse de 8e, tous les sujets de 8e, donc voilà, crise, transformation, ressources, finances partagées, les différentes situations dans la vie qui font que vous avez affaire aux ressources, à l'argent des autres, vous devez gérer ou tout simplement vous gérez, peut-être votre profession aussi est liée à ça, mais bon, pour le travail, la profession, il faut voir plein d'autres choses dans le thème natal. En tout cas, le sujet de 8e devient primordial dans la vie de cette personne. Si c'est en 12e proche à l'ascendant, alors il faut faire attention parce qu'il peut y avoir aussi des choses cachées, des documents cachés, des secrets par rapport aux finances, par rapport aux ressources, par rapport aux héritages. Mettre de 8e en 12e, il faut faire attention, surtout quand on parle de Vénus, aussi aux relations. Il faut choisir, il faut soigneusement choisir les partenaires, les relations, parce que ça peut directement influencer l'état psychique et par rapport à ça aussi créer des problèmes si les relations sont problématiques, mais ça dépend beaucoup de signes de Vénus aussi. Ce sera encore plus accentué si Vénus se situe dans un signe d'eau, par exemple. Physiquement, Vénus sur l'ascendant ou proche à l'ascendant donne beaucoup de beauté, attirance, beauté, sexualité même. Voilà, c'est quelqu'un qui est beau, disons comme ça, même au niveau des gestes, au niveau des mouvements, au niveau de manière de communiquer avec les gens, c'est très agréable en fait. Nœud nord en maison 12. Il faut dire que ça dépend beaucoup aussi de signes de nœud nord. Il faut combiner signe et maison. Mais bon, si on parle de 12e, ça fait que nœud sud en 6e, cette personne doit apprendre à se détendre. Vraiment, apprendre à se détendre et comprendre qu'on ne peut pas tout contrôler dans la vie. Il y a certains processus, il y a certaines choses qui ne sont pas sous notre contrôle. On doit laisser faire. On doit faire confiance au timing, à l'univers. On doit des fois laisser les choses se faire toutes seules. Voilà, c'est vraiment la chose la plus importante. C'est bien pour cette personne de aller chercher, faire des découvertes, faire des voyages. Ce qui peut aussi être très bénéfique, c'est vraiment des moments d'isolement, mais des moments où voilà, on reste tout seul, on reste avec soi-même pour se poser certaines questions, pour se détendre, pour être loin du bruit des gens. Ce n'est que dans ces moments qu'on peut recevoir certains signes, certaines réponses. C'est très profond en fait. Honneur en 12e, entrer en lien avec la nature, étudier tout ce qui est ésotérique, spirituel. Voilà les choses les plus importantes. Lilith, lune noire, conjointe à Jupiter en maison 10 en Cancer. C'est intéressant cette interaction en vrai parce que Jupiter amplifie tout ce qu'il touche. Et ici, Jupiter amplifie les qualités de Lilith, lune noire. Et Lilith, de sa part, on peut dire à quelque part déforme Jupiter, déforme les énergies de Jupiter. C'est vrai qu'en astrologie, même les points et les aspects qui sont considérés négatifs peuvent quand même être utilisés d'une manière efficace. Mais franchement, cette conjonction avec Lilith, ça complique la vie un peu. Si on prend séparément la position de Jupiter en Cancer en 10e, ça fait que Jupiter est exalté et se situe en 10e secteur. Et c'est une bonne position pour la réussite, la carrière, l'autorité.
ça apporte une image publique rassurante, assez bienveillante. Mais ce qui se passe, c'est que Lilith fait que les gens n'acceptent pas toujours les qualités en nous liées au signe et à la maison de Lilith. Donc ici, les émotions, la vulnérabilité en public, ça peut être fort jugé. Et de là, peur de rejet social si on montre sa vraie nature, par exemple. Cette conjonction peut donner en même temps des ambitions et une sensibilité trop forte. Différence entre l'astrologie sidérale, tropicale et védique. C'est une bonne question, surtout si un jour quelqu'un vous dit que l'astrologie est fausse, elle sert à rien parce que les constellations se déplacent. Et c'est là où ça vaut le coup de bien connaître le calcul et la différence entre différents types d'astrologie, différents calculs. Tout simplement, le calcul qu'on fait en astrologie tropicale, c'est-à-dire ce qui est utilisé en astrologie occidentale, c'est purement mathématique. C'est pas stellaire, c'est vraiment un calcul mathématique. Il ne se base pas sur les constellations, mais sur le mouvement de la Terre autour du Soleil. C'est-à-dire, le point de départ, c'est l'équinoxe de printemps, à 0 degré de Bélier. Et c'est le moment, bien sûr, où le jour et la nuit sont égaux. Le zodiaque, à partir de ce point, est divisé en 12 signes de 30 degrés. Total 360 degrés, ce qui correspond à l'année solaire. Après, à la différence de l'astrologie de l'Occident, en astrologie sidérale, le calcul est aligné par rapport aux constellations astronomiques. Vraiment, en sidéral, on prend en considération le mouvement des constellations, c'est-à-dire il tient compte de décalage qui se fait avec le temps. Astrologie védique, c'est une astrologie sidérale, mais il y a quelques différences. Franchement, dire je ne connais pas très bien l'astrologie védique, on peut dire que c'est donc zodiaque sidéral plus beaucoup d'importance donnée au sujet de karma. L'attrait pour la spiritualité et l'ésotérisme plus développé en fonction des placements natals, révolution solaire et progresser. Je vais me permettre de changer un peu ma réponse parce que je me suis plutôt souvent intéressée aux aspects qui parlent de l'attrait envers l'astrologie et la probabilité de l'exercer comme métier. Et je peux dire que statistiquement, très souvent, dans les thèmes natals des astrologues, on peut voir Uranus en aspect envers Soleil, Mercure. Uranus proche à l'ascendant ou en première maison natale. En 10e maison et surtout proche au milieu du ciel. Aussi, on peut voir des planètes en Verseau, ou par exemple l'ascendant milieu du ciel en Verseau. Si on parle de thème progressé, après ça c'est ce qu'on voit vraiment très très souvent. Mais ça ne veut pas dire que s'il n'y a pas ces positions, tout ce qui est lié à Uranus, etc., que la personne ne peut pas devenir un bon astrologue, exercer ce métier, etc. C'est possible. C'est juste, c'est une observation, c'est des statistiques en fait. Après, si on parle de thème progressé, ça dépend de quelle période on parle exactement. Est-ce que c'est le début, la découverte et l'apprentissage de l'astrologie ? Alors là, il faut voir l'interaction de l'axe 3-9 avec une autre axe ou conjonction avec des planètes. Aussi, lune progressée en aspect envers Uranus. Envers les planètes en lien avec 3e, 9e et 11e maison.
Puis le moment où la carrière débute, on peut voir un maître de dixième entrer en conjonction avec le milieu du ciel. Toujours on parle de thème progressé. Ou faire un aspect envers une planète qui est liée aux maisons 2, 6, 10. L'une progresser en aspect envers les maisons et les planètes de deuxième, sixième et dixième maison. La différence entre les systèmes Placidus, maison égale et signe entier. Donc on va commencer par le système Placidus. Mon Dieu, j'espère que je prononce bien ce mot. Si ce n'est pas le cas, corrigez-moi s'il vous plaît. C'est, d'après ce que je connais, c'est le système le plus utilisé en astrologie occidentale et c'est ce que j'utilise moi personnellement. Ici, les maisons sont de taille inégale. L'ascendance, c'est le point de l'écliptique qui se lève à l'est. Descendance, c'est le point opposé. Le milieu du ciel, c'est le point le plus haut dans le ciel et fond du ciel, c'est le point opposé. C'est-à-dire, dans le système de Placidus, en fait, la division est temporelle et pas géométrique. Si on parle des maisons égales, ici, chaque maison fait 30 degrés. Exactement 30 degrés, c'est-à-dire on a l'ascendant, puis à chaque fois on ajoute 30 degrés pour chaque maison. Et il faut dire que, si je ne me trompe pas, dans ce système, le milieu du ciel n'est pas forcément au début de la dixième maison. Ce n'est pas toujours le cas. Après, système des signes entiers. Donc ici, on a le signe de l'ascendant qui devient entièrement la première maison. Et puis, chaque signe suivant correspond à une maison, c'est-à-dire signe, maison, signe, maison. Qu'est-ce que je peux dire? Mon avis. Alors, franchement, je n'ai jamais utilisé autre système que le système Placidus. J'ai commencé à apprendre par ce système, j'ai commencé à exercer l'astrologie en utilisant ce système et je ne suis jamais allée chercher et expérimenter sur d'autres systèmes. Peut-être un jour, si j'ai un peu plus de temps, je le ferai. Aussi là, il faudrait un peu plus de curiosité. Mais bon, c'est bien d'expérimenter. Pour le moment, avec tout ce qui se passe dans ma vie personnelle, ma vie professionnelle, je n'ai tout simplement pas le temps de me permettre d'expérimenter et de voir comment ça marche avec les autres systèmes. Mais peut-être il faudrait au moins essayer. Peut-être un jour j'essaierai et je vous donnerai mon avis par rapport à ça. L'utilisation de part de la mort, de la maladie en astrologie. Exemple en révolution solaire, la part de mort de la révolution solaire se trouve en conjonction au Soleil, Mars et Vénus en première maison. D'accord. Donc oui, je pense que les parts en astrologie, on peut les utiliser comme des outils supplémentaires. Par contre, personnellement, je ne pense pas que c'est des outils fiables pour prédire la mort ou une maladie grave. Ça peut montrer que les choses ne peuvent plus exister et correctement fonctionner telles qu'elles sont actuellement. Par exemple, si on prend l'exemple que vous avez donné avec la révolution solaire, si on prend cette conjonction avec Soleil, Mars et Vénus en première maison, tout d'abord, regardez quelles maisons sont gouvernées par ces planètes. Quelles maisons sont gouvernées par Soleil, Mars et Vénus en révolution solaire, en thème de révolution solaire. Mais déjà, le fait que cet amas de planètes soit en première maison, ça devient un sujet important et cette conjonction montre qu'il y a cette nécessité de terminer une phase, surtout avec
la part de la mort, oui, vous avez dit que c'est la part de mort qui est en conjonction, c'est-à-dire il y a cette nécessité de terminer une phase et débuter une autre pour pouvoir atteindre certains objectifs et régler certaines situations. Voilà mon avis par rapport à ça. Et bien sûr, tout voir en révolution solaire. Si vraiment ça fait peur, alors il faut voir d'autres indications. Il faut voir par exemple la position des maîtres des maisons 8, 12, première maison bien sûr, sixième maison étant dans les zones avec la santé. Alors, il faut vraiment d'abord voir les positions des planètes, ensuite passer au point important. Moi, oui, je prends en considération certains points aussi. Je regarde par exemple la part de fortune, je regarde le vertex, absolument je regarde les nœuds karmiques. Et oui, si vous avez trouvé cette conjonction de part de la mort avec cet amas de planètes en première maison, encore une fois, regardez s'il y a la liaison avec les maisons 8, 12, première maison, il y a la liaison parce que ça se trouve déjà en première maison, donc 8, 12, 6. Ouais, c'est difficile de dire sans voir le reste de ce qui se passe et sans voir ce que ça donne en étant superposé sur le thème natal. Mais bon, d'une manière générale, ça représente une certaine transformation, fin de cycle, les choses doivent changer, une phase doit se terminer, une nouvelle étape doit débuter si on veut régler certaines choses, certaines relations, etc. Quels éléments du thème peuvent indiquer notre orientation professionnelle? Bien sûr, quand on veut choisir la meilleure profession pour nous, quelque chose qui va nous faire plaisir, quelque chose qui va nous apporter une stabilité financière, on doit regarder plusieurs maisons. On doit regarder donc deuxième, sixième, dixième maison. La position des maîtres de ces maisons, est-ce qu'il y a des planètes dans ces maisons? Par exemple, les planètes en deuxième vont être considérées comme des outils. C'est quoi qu'on peut utiliser, comment on peut utiliser pour avoir une meilleure situation financière, plus de ressources ou des sources de revenus supplémentaires. Donc, sixième secteur, bien sûr, c'est les conditions de travail, c'est-à-dire c'est ce qu'on fait chaque jour pour atteindre les objectifs dans la carrière. Parce que oui, dixième maison, c'est la carrière. Sixième maison, c'est la vie de tous les jours. Et bien sûr, notre travail, ça fait une grande partie de notre vie de tous les jours. Et donc, en sixième maison, c'est ce qu'on fait chaque jour. Et c'est ce qu'on fait y compris chaque jour au travail. Donc, on regarde quelles sont les conditions de travail. On regarde maître de sixième, les planètes en sixième. Dixième secteur, c'est notre destination aussi. Des fois, notre destination n'est pas directement liée à notre travail. Ça arrive aussi, c'est un sujet qu'on peut séparément un jour voir dans un autre podcast. C'est très profond en vrai, on peut longtemps parler de ça. Mais bon, oui, dixième secteur, ça peut montrer aussi les supérieurs, les directeurs, les managers. Voilà, quelles sont les relations? Est-ce que ça vaut le coup d'aller travailler dans une entreprise? Est-ce qu'on aura des bonnes relations avec le directeur? Quelle est la probabilité? Mais aussi, on regarde dixième secteur comme, c'est-à-dire le signe dont se situe la cuspide de dixième, ça montre aussi ce qu'on est destiné à faire, ça montre cette énergie qu'on peut mettre dans un métier, dans une profession, et ça peut nous apporter une énorme satisfaction. Ce que je conseille fortement, c'est aussi de regarder si c'est une carte, si votre thème
natal est un thème de nuit ou de jour. C'est-à-dire, on peut le dire mieux que ça si c'est un thème nocturne, carte nocturne ou carte diurne. J'espère que j'utilise les bons mots. Je pense que oui. Donc si c'est une carte de nuit, alors soleil se situe dans les maisons donc première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Si c'est une carte de jour, une carte diurne, alors soleil doit se situer dans les maisons septième, huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième. À partir de là, donc quand on a compris quelle est notre carte, si c'est une carte de jour, soleil entre les maisons 1 et 6, alors la planète la plus bénéfique, ce sera Jupiter. Et il faut dire que dans les cartes de jour, Saturne n'est pas si maléfique que ça. Saturne peut apporter un grand succès pour les cartes de jour, pour les cartes diurnes. Donc il faut d'abord regarder la position de Jupiter et Saturne. Jupiter étant le plus bénéfique et Saturne étant moins maléfique qu'il est considéré normalement en astrologie. Si c'est une carte nocturne, carte de nuit, c'est-à-dire soleil dans les maisons entre 1 et 6, donc la planète la plus bénéfique sera Vénus et Mars est moins maléfique qu'il peut être par exemple dans les cartes diurnes. Donc pour les cartes de nuit, on regarde tout d'abord la position de Vénus. Parce que si c'est une carte de nuit et en plus on a une Vénus qui est très forte, qui est en position bénéfique avec des aspects positifs envers telle ou telle planète, alors il faut absolument prendre en considération le signe et la maison de Vénus, y compris quand on choisit un métier, une profession, quelque chose qui peut nous satisfaire et qui peut nous apporter beaucoup d'argent et du succès aussi. Et Mars, dans une carte nocturne, est moins maléfique, moins négatif que dans une carte de jour, que dans une carte diurne. Voilà, quelques infos. Vous pouvez bien sûr laisser des questions parce que là j'ai donné beaucoup d'infos bien sûr et peut-être il y a des questions par rapport à ça et je vais répondre avec plaisir dans les commentaires. Comment choisir un système de domification indépendamment de tester différentes lectures? Est-ce que le lieu de naissance et de vie actuel peut influencer le choix de domification? Personnellement, j'utilise le système Placidus toujours, si c'est ça la question. J'espère que je comprends bien la question. Donc, je n'ai jamais essayé autre système que ça. Ça marche bien, j'ai essayé, j'ai appris sur ça, j'ai essayé, j'ai commencé à exercer sur ça et j'ai vu que ça marche et je suis restée dessus. Voilà. Peut-être un jour, si j'ai un peu plus de temps, par curiosité, j'essaierai d'autres systèmes. Par contre, il arrive des fois de voir des cartes de haute latitude. Ce sont vraiment des thèmes natals très bizarres, vraiment bizarres, où on peut voir par exemple 2 ou 3 maisons situées dans le même signe, et puis il y a d'autres maisons qui sont énormément larges. J'essaierai de trouver des données d'une carte pareille, de retrouver, et si j'arrive à le faire aujourd'hui et demain ou avant de sortir ce podcast, je le ferai et je vais laisser dans la description de cette vidéo, comme ça vous pouvez construire une carte avec haute latitude et voir que c'est vraiment bizarre et peut-être dans ce cas ce serait utile d'essayer d'utiliser le système des signes entiers. Après, si on parle de
lieu de naissance et vie actuelle. Lieu de naissance est le lieu où on habite actuellement. Bien sûr, il faut ouvrir la carte de relocation. Mon Dieu, encore une fois, j'espère que j'utilise le bon mot. Surtout si on a déménagé et on habite assez loin de notre lieu de naissance et que ça fait longtemps qu'on y habite dans cet endroit. Oui, bien sûr, il faut ouvrir la carte de relocation et regarder comment la répartition des maisons a changé. C'est important parce que même au niveau des prévisions astrologiques, au niveau des transits planétaires, donc ce ne sera pas les mêmes transits. C'est-à-dire dans la carte de relocation, le transit qui devait par exemple passer par notre première maison peut passer par une autre maison, 6e, 8e, 10e, etc. Et on peut voir comment au niveau des transits, les maisons de relocation sont aussi bien activisées comme les maisons natales. Il faut combiner, il faut essayer de les combiner. Mais c'est important de voir si la répartition des maisons a bien changé avec la relocation, avec le déménagement. Il faut bien comprendre par où passe le transit dans le thème de relocation. C'est important. Comment interpréter un transit en maison lorsque celle-ci couvre 2 signes? Doit-on porter plus d'attention à la maison transitée ou au signe? Est-ce qu'il y a un gros changement lorsque la planète arrive dans le 2e signe de cette même maison? Très intéressante cette question. Je vais tout de suite donner un exemple. Parce que oui, quand on voit une planète transiter la même maison et qu'il y a 2 signes dans cette même maison, et surtout quand cette planète, en transitant cette maison, fait un aspect envers une autre planète, c'est là surtout que ça devient très très important de comprendre en étant dans quel signe de cette maison la planète a fait l'aspect. Exemple, si on a en 7e maison, donc on a la première partie de 7e maison en signe de bélier et ensuite ça continue en signe de taureau. Et on a Mars qui transite 7e maison natale. Et à un moment donné, Mars en transitant en 7e maison, par exemple, fait un aspect de carré envers Soleil natal. Ça sera vraiment différent si Mars fait ce carré depuis le signe de bélier ou déjà quand Mars a commencé à transiter le signe de taureau. Parce que si cet aspect de la part de Mars envers le soleil, l'aspect de carré, se produit au moment où Mars se situe encore en signe de bélier, alors il y a plus de probabilité que ce soit, par exemple, un conflit, que ce soit un dispute, un conflit, beaucoup de tensions. Ça peut se manifester dans la vie de couple, ça peut se manifester via les partenaires dans le business, concernant un projet que vous avez débuté avec quelqu'un. Ça peut être, par exemple, si votre métier fait que vous avez une clientèle, ça peut être une dispute, un moment d'incompréhension avec un client. Ça peut être, voilà, toute situation avec les autres, surtout avec les partenaires dans la vie personnelle et professionnelle. Et Mars étant encore en signe de bélier, quand Mars transite 7e maison et fait un aspect de carré envers Soleil, donc on sait que signe de bélier, Mars en bélier, c'est plus cette tendance d'entrer en conflit, de commencer à se battre pour ses idées, pour ses envies, pour ses convictions, etc. Quand on voit, si par exemple on prend que Mars a commencé à transiter le signe de taureau et c'est là que Mars a fait l'aspect de carré envers Soleil, c'est quand même un peu différent parce que l'énergie a changé
Oui, la probabilité de conflit reste toujours, parce que Mars en 7e, il y a toujours cette probabilité. Mais bon, il y aura moins de tension, ce sera peut-être un moment de prise de décision importante par rapport à une question financière. Ça peut être, voilà, ensemble avec le partenaire, vous n'êtes pas d'accord sur un projet qui influence votre situation financière, vos comptes bancaires, votre confort. Il faut sortir de zone de confort et c'est là où, voilà, vous n'êtes pas d'accord. Donc, l'énergie a changé. Mars en taureau. Ici, Mars se bat pour le confort, pour tout le côté matériel, pour l'argent, pour les ressources, pour les revenus. Et donc, ce qui se passe, c'est que c'est une situation, oui, la tension peut être là aussi parce que quand même, on a toujours affaire à l'aspect de carré, mais c'est plus, il y a plus la probabilité, Mars en taureau en carré envers Soleil depuis 7e maison, que c'est tout simplement une prise de décision difficile parce que ça influence le confort et les finances. Voilà. Voilà d'où l'importance de prendre en considération les signes, s'il y a 2 signes dans la même maison, en quel signe se situe la planète qui transite, et surtout quand cette planète fait un aspect envers une planète natale. Lune caresse Soleil en thème natal. C'est un aspect difficile. Aussi, Lune opposition Soleil, Lune caresse Soleil, c'est le conflit des mondes intérieurs et mondes extérieurs. Ce qu'il y a avec la Lune, on ne peut pas vraiment contrôler ce qu'on ressent émotionnellement. Et le monde des émotions entre en conflit avec ce qu'on représente dans la vie extérieure, dans la vie sociale, c'est-à-dire Soleil, c'est ce secteur, cette énergie qu'on veut absolument réaliser. On y met, voilà, on a des objectifs par rapport à ce secteur, on veut briller, disons même, c'est-à-dire on veut atteindre un certain niveau par rapport aux signes et maisons de Soleil dans notre thème natal. Et tout le temps, on est insatisfait. Il n'y a pas vraiment cette satisfaction émotionnelle de ce qu'on a accompli par rapport aux énergies de signes et de maisons de Soleil, et ça crée un état intérieur très compliqué, cette insatisfaction d'un côté compliqué, mais aussi de l'autre côté, ça fait que la personne peut vraiment atteindre un succès. Ça peut apporter un succès parce que à partir du moment où on a tout le temps ce besoin de se prouver qu'on représente quelque chose d'important dans ce monde parce que émotionnellement on n'a pas vraiment cette impression, on accomplit encore plus, on fait encore plus d'efforts, on fait encore plus de travail et ça nous amène vers le succès aussi. Après oui, c'est un aspect comme tout aspect difficile. On peut travailler cet aspect à un moment donné, surtout à un certain âge. On peut quand même comprendre ce conflit des deux mondes en nous, intérieur et extérieur, et peut-être aussi décider de faire plaisir à notre lune, parce que lune, c'est quelque chose qu'on ne peut pas mettre de côté. On ne peut pas mettre de côté ce qu'on ressent émotionnellement. On peut créer, on doit créer pour nous-mêmes un confort émotionnel. Et quand on comprend ça et quand on le fait, ça devient un peu plus facile à gérer ce qui se passe à l'extérieur. Aussi, c'est un aspect qui parle de peut-être d'une enfance où on n'a pas assez pris soin de nous. C'est-à-dire,
peut-être sans faire exprès, hein, ça ne veut pas dire absolument un père ou une mère qui n'a pas fait son boulot, disons comme ça, mais pour ça, il faut voir d'autres positions. Il faut voir ce qui se passe sur l'axe 4-10, il faut voir les maîtres, les planètes liées à cet axe, il faut voir d'autres aspects de lune et de soleil. Mais exprès ou sans faire exprès, on n'a pas pu vraiment créer une sécurité émotionnelle pour nous et ça fait que s'il y a un aspect de la part de Saturne envers Lune ou Soleil, on a grandi trop tôt, c'est-à-dire en même temps avec cet aspect de carré Lune-Soleil, on a aussi un aspect de la part de Saturne envers Lune, envers Soleil ou envers les deux, on a grandi trop tôt, on est devenu trop tôt adulte, même en étant enfant. S'il n'y a pas d'aspect de la part de Saturne envers Lune ou Soleil, on peut rester enfant pendant très longtemps. C'est-à-dire avoir ce besoin qu'on prenne soin de nous, qu'on prenne soin de notre monde émotionnel. Et ça ralentit pas le succès, mais ça peut ralentir la maturité intérieure et on reste enfant pour très très longtemps en fait. Et cet enfant, avec ses besoins, avec le fait que l'enfant doit faire face au monde qui n'est pas toujours gentil, ça peut aussi créer des difficultés. La maturité intérieure vient plus tard. Encore une fois, je me répète, ça ne veut pas dire que le succès vient tard. Le succès peut venir, on peut atteindre les objectifs, on peut atteindre un certain niveau dans la vie sociale, même financièrement, mais l'enfant intérieur est toujours là et l'enfant intérieur a toujours besoin qu'on prenne soin de lui. C'est un aspect qui peut aussi parler si on met de côté l'idée par exemple qu'on n'a pas assez pris soin de nous parce qu'il y a d'autres indicateurs dans le thème natal qui montrent voilà que il y a assez de chaleur de la part de mère ou il y a assez de chaleur de la part du père, mais le conflit lune-soleil directement interprété peut vraiment montrer le conflit entre le père et la mère, c'est-à-dire la séparation ou alors cette incompréhension silencieuse tout le temps présente dans la maison entre le père et la mère et que l'enfant le ressent tout le temps et ça influence fortement son monde émotionnel, ça pourrait être ça aussi. Voilà, donc lune, c'est cette énergie féminine de notre thème natal. Soleil, c'est l'énergie masculine de notre thème natal. Les deux énergies en conflit peuvent directement aussi parler de conflit entre la mère et le père. Dans quelle mesure un signe intercepté a-t-il une importance dans une maison? C'est un sujet très intéressant, les signes interceptés, surtout ça se fait sentir quand dans un signe intercepté il y a des planètes. Ce qui se passe avec les signes interceptés, c'est qu'on n'a pas tout de suite et facilement accès à cette énergie. Tout ce qui est lié aux énergies de signes interceptés, au début, peut nous sembler bizarre. On n'accepte pas tout de suite. On peut rejeter cette partie de nous-mêmes. C'est comme si on n'avait pas accès, on n'arrivait pas à bien utiliser cette énergie en nous-mêmes. On peut voir ça aussi encore une fois avec les planètes dans un signe intercepté, c'est-à-dire comment utiliser, surtout quand on voit cette planète qui gouverne telle ou telle maison concrète de notre thème natal, comment utiliser, comment se réaliser dans la vie par rapport à tout ce qui représente cette planète et ce signe. C'est ce qui est difficile et ça vient un peu plus tard. Quand on fait un effort, quand on ne rejette pas complètement cette partie de nous-mêmes, on fait analyse de nous-mêmes, on fait un effort, on découvre des choses, on est en astrologie aussi. Donc on commence à mieux comprendre
on commence à accepter ça en nous-mêmes et comment dire, on gère mieux tout ce qui est lié aux signes interprétés et aux planètes dans ce signe. Mais ça vient un peu plus tard, ça vient pas tout de suite. Et quand on a quand même, à un moment donné, quand on a l'accès envers cette énergie, ça peut représenter une source de succès. Parce qu'on a enfin découvert, on a enfin débloqué ça. Ça apporte une sorte de libération, ça nous apaise, ça ne représente plus un blocage intérieur et ça peut apporter aussi un succès. Un exemple, si on a le signe de Verseau intercepté ou si on a Uranus dans un signe intercepté, alors on peut, au début, on peut rejeter le fait qu'on a des différences, qu'on a des côtés qui ne ressemblent pas aux autres, qui ne s'intègrent pas facilement dans la société, dans des groupes, etc. C'est-à-dire, il y a quelque chose en nous-mêmes qui est différent et on ne l'accepte pas facilement. Et ce n'est que plus tard, quand encore une fois, quand on analyse, quand on fait un effort et qu'on commence à accepter ce côté différent de nous-mêmes, on comprend à quel point ça peut nous apporter du succès parce que ça devient un côté charismatique, parce que souvent, ce qui nous diffère des autres, ça peut attirer les gens, ça peut créer une ambiance très intéressante et même des fois mystérieuse, et ça attire les gens et ça peut créer des fortes sympathies, et ça peut créer des rencontres où les gens aussi s'impliquent et participent dans la réalisation de nos projets personnels et professionnels. Donc, on accepte les différences. Si c'est le signe de Balance, Taureau, intercepté, ou alors Vénus se situe dans un signe intercepté, alors notre approche envers l'amour, les relations, le plaisir, la beauté, l'art, même les ressources est différente. On ne voit pas les choses comme les autres et encore une fois, ça peut créer des blocages. C'est-à-dire, on peut se dire, mais on est différent à ce niveau-là, on est non compris de la part des autres, ça peut créer des blocages et des problèmes relationnels. Et ce n'est que quand on commence à accepter cette différence, quand on commence à accepter le fait qu'on ne voit pas les relations, l'amour, le plaisir, l'art, la beauté, pareil comme les autres, ça se débloque. On se permet, on se donne cette liberté de faire comme on veut dans ce domaine, de peut-être de gagner l'argent différemment, peut-être de créer les relations, d'établir les relations différemment, peut-être de choisir les personnes voilà, qui sont différentes, et c'est parce que c'est notre vision des choses, c'est parce que c'est notre vision des relations, c'est ce dont on a réellement envie. Voilà, chaque planète, on prend le symbolisme de chaque planète et on comprend que dans un signe intercepté, ça peut créer des blocages, inacceptation, et ça vient un peu plus tard. Il faut aussi absolument regarder quelle maison est gouvernée par cette planète qui se situe dans le signe intercepté. Les femmes Capricorne, nombreuses sur le site de rencontre. Super intéressant cette question, j'ai trouvé un peu rigolo, mais intéressant. Et j'ai quand même mis un peu de temps pour réfléchir à ça, parce que c'est vrai que quand on prend que le signe solaire, c'est un peu difficile de donner des interprétations, parce qu'en étant en astrologie, on sait qu'il se passe énormément de choses d'autres que soleil en thème natal, donc on ne peut pas vraiment prendre que le soleil et parler en détail des relations. Ici on parle de sites de rencontres, de la vie personnelle, etc. Mais bon, si on parle des tendances générales et qu'on prend le signe de Capricorne, et vous avez
parce que vous posez cette question et que vous avez observé que les femmes Capricorne sont nombreuses sur les sites de rencontres. Alors, la seule explication ici que je peux donner, c'est le fait que le signe de Capricorne, c'est quand même un signe de terre déjà, ce signe de terre, donc ce sont des personnes atterries, ce sont des personnes et des femmes assez pragmatiques, qui veulent le concret, qui aiment, en général, le signe de Capricorne veut le concret, veut et aime contrôler les choses, contrôler les processus dans sa vie. À partir de là, le fait d'aller sur un site de rencontre, ça représente aussi en soi qu'une personne peut contrôler comment elle va rencontrer son partenaire, son futur partenaire. Ça aussi, c'est une forme de contrôle en fait, c'est-à-dire je vais sur un site de rencontre, c'est moi qui choisis, c'est moi qui lis ce que représente telle ou telle personne, c'est moi qui réfléchis et fais le choix si je veux communiquer avec cette personne ou pas, si je veux rencontrer cette personne ou pas. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est bien proche aux énergies de Capricorne. Donc, pour le moment, c'est la seule explication que je peux donner pour le fait que, et pour votre observation, comme quoi les femmes Capricorne sont assez nombreuses sur les sites de rencontres. L'astéroïde Vesta conjoint Mars en Sagittaire. En général, l'astéroïde Vesta, c'est un astéroïde très intéressant parce que oui, c'est la flamme éternelle en fait. Et c'est une énergie sexuelle, mais ce n'est pas là pour le plaisir, c'est là pour servir. Servir à une idée, une cause. C'est une source de motivation, c'est-à-dire par rapport à la position de Vesta dans notre thème natal, on peut voir c'est quoi qui peut nous motiver à tel point qu'on se lève, qu'on bosse, qu'on y va, donc qu'on est vraiment inspiré. Et l'astéroïde Vesta devient plus important quand c'est en conjonction avec un point important, avec une planète de thème natal, comme c'est le cas dans cet exemple, Vesta conjoint Mars en Sagittaire. Ici, en fait, je trouve cette conjonction assez bénéfique parce qu'on ne fait pas les choses au hasard. Déjà, Mars, en soi, c'est notre énergie, c'est notre motivation, c'est quand on se bat aussi pour quelque chose. Et en conjonction avec Vesta, c'est comme si on agit réellement pour une idée, pour une cause. On agit quand un objectif nous paraît juste. C'est-à-dire on peut s'investir totalement avec passion, avec détermination. Côté négatif, ce qui peut être un peu exagéré avec cette conjonction, c'est quand on s'enferme en une seule vérité. C'est-à-dire à tel point qu'on peut même s'épuiser, donner toute notre énergie pour une seule cause et encore, il faut comprendre si ça vaut le coup, si c'est quelque chose qui est juste. Donc, il ne faut pas tomber dans les extrémités parce que c'est double énergie, double motivation. Déjà, Vesta, comme je l'ai noté au début, c'est cette énergie sexuelle qui nous motive, qui nous fait bouger, qui nous fait bosser. En plus, en conjonction avec Mars, il faut que ce soit vraiment constructif. Parce qu'on peut atteindre n'importe quel objectif avec cette conjonction, mais d'abord, et le plus important, avant d'agir, c'est de comprendre si c'est une bonne cause, si ce n'est pas une idée, si ce n'est pas en fait quelque chose qui nous fait tomber dans des extrémités, qui nous fait agir d'une manière aveugle parce qu'on est tellement
motivé, parce qu'on est tellement inspiré, parce qu'on y croit et on n'a aucun doute par rapport à ça. Non, c'est-à-dire dès le départ, on définit est-ce que cette idée, est-ce que cet objectif, est-ce que c'est une cause qui est juste? Parce qu'une fois qu'on a commencé à agir avec cette conjonction, c'est très difficile de s'arrêter. Lilith surnonneur en bélier. Donc, en fait, la conjonction de Lilith avec une planète, avec un point important, et si on parle de nœud nord, ça complique la vie. Parce que ça déforme un peu l'énergie et ça fait double doute, peur. Ça rend difficile parce que Nono représente le chemin de croissance, la direction à suivre pour évoluer, c'est-à-dire c'est notre chemin d'évolution karmique dans cette incarnation et ça devient plus difficile avec l'influence de Lilith, conjoint nœud-nord. Et en général, les nœuds karmiques sur l'axe, donc bélier, balance, c'est fort relationnel, c'est-à-dire on a ce chemin pour évoluer, mais ça passe assez souvent via les relations, via aussi les relations difficiles. Et avec Lilith, conjoint d'honneur, ce que ça peut donner, c'est que à un moment donné, on peut se trouver dans une situation de couple, de relation, d'amour, de séparation, etc., où on est tout simplement obligé d'agir d'une manière plutôt maligne. C'est-à-dire, il y a cette nécessité d'être malin, il y a cette nécessité d'agir comme on trouve juste, malgré le fait qu'on peut être jugé pour ça, de la part des autres, de la part de notre partenaire, de notre ex-partenaire, conjoint, conjointe, etc. C'est-à-dire, on a notre stratégie dans cette situation qui nous force en fait, parce que la situation avec cette conjonction Lilith-Nœud-Nord devient plus compliquée et donc ça nous fait agir, ça nous fait créer notre propre stratégie, ça nous rend malin, c'est-à-dire on est obligé d'être malin et on peut être jugé pour ça. Mais au niveau intérieur, c'est-à-dire en nous-mêmes, on est convaincu que tout simplement on n'a pas le choix d'agir autrement que ça. Oui, c'est vrai que plus tard, quand le temps passe, quand on y pense, on peut avoir des regrets, on peut se dire que peut-être on devait trouver une autre solution, mais au moment, on a ces sentiments comme si on n'a pas le choix, on doit avoir cette stratégie, on doit pouvoir gérer cette situation à notre façon qui n'est pas toujours compréhensible, acceptée et qui est souvent jugée par les autres. Avec l'entrée de Neptune en Bélier en 2026, quel sera l'impact spécifique ou le défi d'éveil pour les générations ayant Neptune en Balance, Scorpion et Sagittaire? C'est vrai que oui, cette entrée de Neptune en Bélier, ça va influencer différemment, même s'il y a des tendances générales, c'est le fait que l'énergie devient plus directe, on ressent ce besoin d'agir, on ne veut plus seulement rêver, on veut vivre en fait les choses, on veut les expérimenter, on veut matérialiser les rêves. C'est aussi le fait de se battre pour certaines idées, croyances. On va fortement ressentir ce changement, ce nouveau cycle et c'est vrai que ça dépend aussi de la position natale.
dans la carte astrale de chaque personne et ça peut aller jusqu'à la position de Neptune parce que c'est une planète transpersonnelle, ça marque des générations et donc si on parle de génération des personnes nées avec Neptune en balance, c'est une position natale où on cherche l'harmonie, on cherche le compromis. On peut aussi avoir des illusions, souvent des illusions par rapport aux relations, on peut s'oublier pour les autres et Neptune en bélier, ça pousse à faire un choix, choisir, parce que c'est le signe opposé en étant un signe de bélier, ça fait une opposition envers la position natale de Neptune en balance et avec les oppositions, c'est toujours le fait de quitter quelque chose, quelqu'un, une idée, une fausse croyance, une illusion. Et je pense que c'est un transit fort karmique pour la génération née avec Neptune en balance parce que ce sont des personnes qui ont déjà un certain âge et oui, ce n'est pas pour tout le monde une séparation parce qu'on a laissé tomber les illusions par rapport aux relations, parce que maintenant on voit les choses clairement, parce que maintenant on a envie de se choisir plutôt ses envies, ses idées dans les relations. Ce n'est pas une séparation pour tout le monde parce qu'encore une fois, ce sont des personnes qui ont déjà un certain âge. Pour certains, ça peut être... c'est un transit qui sera marqué par le fait de perdre son conjoint, parce que le conjoint Neptune, c'est la planète qui gouverne le dernier signe de zodiaque, le signe de Poisson, et c'est la fin de cycle, c'est là aussi où on peut voir les personnes partir de ce monde. Donc oui, ce transit peut représenter pour certaines pertes de conjoint, pour d'autres ça peut être un changement dans la vision, c'est-à-dire comment on voit les relations, comment on se sent dans les relations, mais par rapport à l'âge, encore une fois, ce ne sera pas pour tout le monde une séparation, ça sera juste une compréhension claire des choses, une analyse très profonde. Et c'est pour ça, pour moi, c'est un transit fort karmique parce que aussi le fait de changer intérieurement, de voir les choses différemment, de changer ses convictions, ses idées, ses croyances, au niveau karmique, ça influence aussi et comme si ça prépare pour la prochaine incarnation. C'est-à-dire dans la prochaine incarnation, les choix seront différents, les relations seront différentes et le fait que la personne avec ce transit commence à voir les choses profondément, à les analyser et à comprendre quel serait le meilleur choix, oui, ça prépare aussi pour tout ce qui est relationnel dans les prochaines incarnations. Pour les personnes nées avec Neptune en Scorpion, je vois ce transit de Neptune, l'entrée de Neptune en Bélier, comme une sorte de libération en fait pour cette génération parce que c'est une génération qui a vécu des émotions profondes avec la position de Neptune en Scorpion, qui a traversé des peurs, des crises, des transformations intérieures puissantes au niveau des idées, des croyances via différentes situations et relations dans la vie. Et donc cette entrée de Neptune en Bélier, c'est une sorte de libération pour ces gens-là. Ils vont sortir de l'ombre, ils vont agir avec plus de courage, se donner cette liberté d'aller vers l'aventure, de prendre le risque. Ce sera vraiment un nouveau cycle qui va fortement se faire sentir et je pense que ça va faire du bien aussi. Parlant de la génération née avec Neptune en Sagittaire, pour moi, cette génération est bien préparée pour l'entrée de Neptune en Bélier parce que avec la position natale de Neptune en Sagittaire, on a déjà passé beaucoup de temps à chercher un sens à la vie, on a réfléchi aux idéaux, aux croyances, on a eu des grands objectifs même. Donc on a construit une philosophie de vie
et il existe déjà ce cadre intérieur pour avancer. Maintenant, avec Neptune en Bélier, ce transit demande d'agir concrètement, de passer de la réflexion vers l'action. Et pour cette génération, ce passage n'est pas un choc en fait. Les énergies ne sont pas en conflit. Au contraire, ça vient compléter ce qui existe déjà. Donc on a déjà la vision, les idées. Maintenant, il s'agit de les mettre en pratique et de suivre son instinct et son courage. Voilà, je vais m'en arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que j'ai apporté les réponses à toutes vos questions que vous m'avez posées pour ce podcast. Si jamais j'ai oublié ou j'ai loupé une question, laissez-moi un commentaire, bien sûr. Prenez soin de vous et on se voit très bientôt.